Bonjour. La culture est un élément vital d'épanouissement des individus et des sociétés, ainsi que du développement des pays. Les nations les plus prospères le sont parce qu'ils l'ont mise à contribution. Au Maroc, nous disposons d'un patrimoine aussi riche que diversifié, des potentialités et de jeunes talents qui ne veulent qu'être révélés. L'année 2019, nous avons eu le plaisir de voir l'art gnawa reconnu patrimoine immatériel culturel de l'humanité. Et la même année, nous avons assisté à la naissance de la Fédération des industries culturelles et créatives et par la même occasion la tenue des premières assises des industries culturelles et créatives. Quelle place aujourd'hui de la culture au Maroc? Comment structurer l'action notamment du secteur privé? Et quelle est la contribution de l'AFIC à cette dynamique? Pour aborder toutes ces questions, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Madame Neila Tzazi, qui est fondatrice et présidente du festival Gnawa et Musique du Monde, de même qu'elle a été élue présidente de l'AFIC et elle n'est plus à présenter, les fondatrices et présidente de l'agence A3 Communication. Madame Neila Tzazi, bonjour et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonjour Imen, merci à vous et félicitations à EcoActu pour votre travail formidable. Merci, merci infiniment. Alors, je vous félicite tardivement pour votre élection à la tête de l'AFIC, mais est-ce qu'on peut avoir quand même un retour sur la genèse de la création de cette fédération et aussi l'importance qu'elle soit affiliée à la CGM? Alors, la genèse de la FIC remonte à il y a plusieurs années. C'était le début du mandat de Myriam Ben Salah à la tête de la CGEM. Nous avions toutes les deux la conviction que la culture est un vecteur très important du développement d'un pays. Pour avoir toutes les deux travaillé dans ce secteur, moi personnellement depuis près de 25 ans, dans le cadre de mes activités professionnelles et de ma passion, et elle-même à la tête du Festival de Casablanca qu'elle a présidé 2 années durant et à travers toutes les actions qu'elle soutient et qu'elle sponsorise à travers son groupe. Donc nous avons voulu intégrer cette dimension-là dans les activités de la Confédération générale des entreprises du Maroc parce que nous sommes persuadés que c'est un secteur qui est porteur de valeurs, de richesses, d'emplois et qui va bien au-delà même des chiffres. On parle souvent d'une dimension immatérielle, donc c'est tout ce que la culture peut apporter sur le plan de l'épanouissement, du rayonnement international d'un pays, du développement des territoires, et enfin, tout un tas de sujets que nous allons forcément aborder dans le cadre de cette interview. Et puis par la suite, nous avons donc donné naissance à cette fédération et qui a dans un premier temps été pilotée par une commission ad hoc parce qu'il fallait le temps de constituer un vivier de membres qui votent pour élire leurs instances, donc un binôme à la tête d'une fédération. Donc la fédération a élu, moi-même en tant que présidente, en binôme avec M. Abdelkader Tnani, il y a presque un an, presque jour pour jour, en février 2019. Alors, on peut avoir une idée, justement, à la veille de votre élection, des principales actions qui composaient un petit peu votre plan d'action. Juste les principales orientations pour marquer un petit peu ce début de mandat. Tout à fait. Alors, dans un premier temps, je commencerai par définir ce que sont les industries culturelles et créatives, parce que tout le monde ne le sait pas forcément. On parle beaucoup de culture, mais les industries culturelles et créatives sont une filière de l'économie qui est de plus en plus importante aujourd'hui sur le plan international, qui est à la frontière entre la culture et l'économie. Donc une filière, je dirais, d'industrie culturelle et créative qui commence à prendre de plus en plus d'importance depuis, je dirais, une dizaine d'années. Beaucoup de pays ont misé sur cette filière-là. Je donnerai par exemple, je citerai la France en exemple, où les industries culturelles et créatives représentent 700 000 emplois et presque 3% de l'économie nationale. Donc c'est dire l'importance qui est consacrée à cette filière, qui d'ailleurs fait l'objet qui a été lancé récemment par le président Macron, qui sont les états généraux des industries culturelles et créatives qui fédèrent plusieurs départements ministériels pour donner une impulsion à ces industries. Ensuite, il y a une définition qui est plus ou moins précise selon les organisations internationales, selon les pays, mais qui globalement dit que les industries culturelles et créatives, c'est tout ce qui touche à la valorisation, la transformation, la distribution,
la promotion et la commercialisation de tout ce qui est lié à des biens ou des services culturels et créatifs. Donc selon les pays, on peut y intégrer par exemple les médias, la presse, l'audiovisuel. C'est un choix qui est fait et qui peut être amené à évoluer par la suite. Nous avons, au sein de notre fédération, défini 7 filières, donc l'édition, la musique, le cinéma, l'audiovisuel, le spectacle vivant, les établissements pluridisciplinaires et les arts plastiques. Voilà, ce sont les premières filières, les 7 filières que nous avons sur lesquelles nous avons décidé de nous concentrer dans un premier temps et qui pourront être élargies par la suite à d'autres secteurs comme l'architecture, le design, la mode. Et évidemment, il y a des passerelles à créer avec d'autres fédérations qui sont la Fédération des médias, la Fédération de l'artisanat, parce que les industries culturelles et créatives sont transversales et elles reposent en réalité sur la capacité à faire de tout notre patrimoine créatif, notre patrimoine immatériel et nos savoir-faire une force, un capital qu'on peut transformer, sur lequel on peut s'appuyer pour créer de la richesse dans nos territoires, de l'emploi et que nous pouvons également exporter de différentes manières. Donc voilà globalement la définition de ce que sont les ICC et de comment nous les abordons. Alors justement, quelques mois plus tard, se tenaient quand même les premières assises des industries culturelles et créatives. Donc ça vous a demandé un travail accéléré pour tenir la promesse de ce premier événement. Dans un premier temps, quel a été l'objectif de la tenue de ces assises? Donc, justement pour promouvoir, pour sortir avec des recommandations, pour être un espace de débat entre les différents professionnels, mais également quelle suite a été donnée à ces recommandations? Est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'état d'avancement, peut-être les défis majeurs qui ont été posés, les difficultés justement pour mettre en œuvre ces recommandations? Alors, pour être assez clair et pour donner à tout le monde une possibilité, une manière d'appréhender, d'aborder cette question. Je rappellerai qu'en 2016, le Conseil économique, social et environnemental a élaboré un avis. Il s'est autosaisi sur un sujet qui est l'économie de la culture. Suite à cela, un rapport a été édité qui émet un certain nombre de recommandations. Parmi ces recommandations, il y a un chapeau qui est de revoir complètement l'approche liée à la question culturelle pour pouvoir arriver à construire une économie de la culture. Donc ça passe par une stratégie nationale, l'évolution du contexte législatif, de tous les outils législatifs qui existent pour favoriser l'émergence de ce secteur, la fiscalité également, la formation professionnelle, la dynamique régionale. Donc toutes ces questions qui sont au cœur d'une stratégie dont l'objectif est de faire un effet de levier pour créer l'émergence de ce secteur. Il y a évidemment la question des droits d'auteur, tous ces sujets qui sont des piliers fondamentaux pour permettre l'émergence de ce secteur. Donc, à partir de là, nous avons commencé à travailler sur différents axes et nous avons décidé d'organiser ces assises pour évoquer ces sujets, pour déjà exposer l'importance de l'enjeu et la nécessité de créer des synergies entre différents secteurs ministériels pour pouvoir ensemble, dans une approche participative, dans une approche d'anticipation, aller aborder ces problématiques-là et trouver des solutions. Évidemment, c'est une approche nouvelle. Comme je vous l'ai dit, les industries créatives et culturelles sont émergentes dans beaucoup de pays européens qui sont beaucoup plus en avance sur ces questions depuis 10-15 ans. Donc aujourd'hui, si nous nous appuyons sur les expériences qui existent ailleurs, nous pouvons aller beaucoup plus vite, éviter de perdre du temps, d'autant plus qu'aujourd'hui au Maroc, nous sommes à une période où nous cherchons des nouvelles voies de développement. Le discours du 13 octobre à l'ouverture du Parlement en 2017 par Sa Majesté était très clair. Ce discours qui a appelé à la mise en place de cette commission parce que nous cherchons aujourd'hui des nouvelles voies pour innover et chercher de nouvelles
source de croissance, de création d'emplois pour nos jeunes, de développement de nos territoires. Donc, suite à cela, il y a eu le discours du 21 août qui a permis, donc qui a décidé la mise en place de cette commission. Et donc aujourd'hui, nous sommes complètement dans cette approche-là, qui est d'apporter de nouvelles propositions, de nouvelles voies pour faire émerger des talents, de nouveaux emplois, de nouvelles potentialités. Donc, à l'issue de ces assises, nous sommes arrivés avec 21 recommandations qui globalement reposent dans un premier temps sur une logique évidente de nécessité d'élaborer une stratégie pour les industries culturelles et créatives au Maroc avec l'implication des différents secteurs ministériels. Nous en avons identifié 8. Parmi lesquels le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Jeunesse, bien sûr. Je ne les citerai pas tous, mais voilà, tous ces ministères qui sont concernés pour pouvoir aller plus loin et créer des passerelles entre ces secteurs. Il y a évidemment la question de la fiscalité, de la législation, je les ai déjà citées, et il y a la nécessité de définir ce qu'est l'entreprise culturelle pour lui permettre d'exister, de trouver sa voie dans aujourd'hui tous les programmes qui sont élaborés au Maroc et lui permettre de trouver sa place. Parce que je souhaiterais rappeler une chose, c'est beaucoup une question de perception. Au Maroc, on a trop souvent tendance à penser que la culture est un secteur secondaire, que la culture est un secteur subventionné. Et les acteurs eux-mêmes de ce secteur ont le sentiment qu'ils sont toujours en train de tendre la main pour pouvoir pratiquer leur métier, comme s'ils étaient en marge de tous les secteurs conventionnels de l'économie. Or, aujourd'hui, on le sait, les industries culturelles et créatives sont là pour justement permettre à tous ces talents d'éclore, de trouver un écosystème favorable pour pouvoir créer cette chaîne de valeur qui va enrichir notre pays et lui donner plus de rayonnement et plus de stabilité. Donc le secteur des ICC, c'est un secteur de l'économie à part entière. Nous sommes en train de travailler pour installer cette notion, que ce soit auprès de l'opinion publique, auprès des décideurs publics, auprès des décideurs privés, des acteurs de tous ces secteurs, et de travailler sur des partenariats. Donc nous avons signé en juillet 2019 un PPP avec le ministère de la Culture et de la Communication. C'est un premier pas très important pour une jeune fédération. En plus, nous en sommes très fiers. Et suite à ce partenariat public-privé, nous avons tenu nos premières assises sous le haut patronage de Sa Majesté. Et donc, nous travaillons aujourd'hui à la mise en œuvre de ces 21 recommandations. Alors, justement, quelle est la valeur ajoutée de votre présence au sein de l'équipe parlementaire de la CGM pour défendre cette stratégie, ce plan d'action au sein même de l'instance parlementaire? Et surtout, vous avez évoqué que tout était à construire, notamment le cadre réglementaire, pour légiférer sur cette question, mais également, comme vous avez fait lors de ces assises, sensibiliser même les parlementaires à cette dimension importante, aussi bien sur le plan culturel qu'économique, parce qu'on parle là d'industrie, de création de valeurs immatérielles, mais aussi de valeurs matérielles. La présence d'un groupe parlementaire de la Confédération au sein de l'institution parlementaire est une force pour la CGEM, parce que c'est la possibilité de donner un prolongement à une vision, c'est la possibilité d'aller défendre des points de vue, c'est la possibilité de légiférer sur des textes, et chacun avec son expertise. Donc notre groupe qui est représenté par 7 parlementaires est réparti au sein des différentes commissions. À la Chambre des conseillers, il y a 6 commissions permanentes. Moi personnellement, je siège dans la commission de l'éducation, de l'enseignement et des affaires culturelles et sociales, et donc c'est une possibilité d'aller porter toutes les problématiques et tous les sujets, tous les enjeux du secteur des ICC au sein de l'instance parlementaire. Et pas seulement au sein de cette commission-là, mais également au sein de la commission des finances, au sein de toutes ces commissions qui sont concernées par l'ensemble des secteurs sur lesquels nous voulons travailler. Mais je rappellerai aussi que pour les acteurs qui œuvrent dans ce domaine, le fait que la CGEM décide de prendre à bras-le-corps ce sujet et de le défendre, c'est une force pour les acteurs du secteur qui se sentent souvent marginalisés, souvent incompris et qui ont besoin d'expertise aussi. Et la CGEM, c'est une confédération dans laquelle
travaillent beaucoup de bénévoles, mais qui sont des experts dans leur domaine, que ce soit sur la question de la fiscalité, que ce soit le groupe parlementaire au sein du Parlement, que ce soit la commission par exemple, je citerai des affaires internationales, des accords de libre-échange, par exemple, sachant que, par exemple, lorsqu'on négocie les accords de libre-échange, la question culturelle est totalement négligée. Donc nous voulons porter la voix de ce pan de notre économie pour que les industries culturelles et créatives soient prises en considération. Il y a également la question de la formation professionnelle, avec tout le travail que fait la CGEM pour faire remonter les besoins de ces filières en matière de formation. Nous savons qu'aujourd'hui, ce secteur des industries culturelles et créatives a un fort besoin en matière de formation parce qu'il y a un besoin de compétences et de ressources humaines qualifiées. Or, aujourd'hui, nous sommes très nombreux, nous sommes beaucoup d'entreprises à travailler, à œuvrer dans ce secteur et à ne pas trouver les profils que nous cherchons. Donc c'est très important d'avoir des remontées d'informations de par les autres fédérations, c'est-à-dire avoir un effet de levier sur tous les niveaux, notamment pour la recherche de profils. Tout à fait. À travers les 7 filières qui sont aujourd'hui représentées, nous sollicitons nos membres pour qu'ils nous fassent une remontée d'informations par rapport à leurs besoins, que ce soit pour tout type de métier, que ce soit des métiers liés à la technique dans le cinéma, les métiers liés à la rédaction de contenu dans le domaine de l'élaboration d'ouvrages, que ce soit dans les métiers de bibliothécaire. Il y a tellement de métiers qui composent le secteur des ICC et qui malheureusement manquent cruellement de formation. Donc à partir de ces remontées-là, nous pouvons travailler sur des partenariats avec l'ANAPEC ou avec l'Office de la formation professionnelle pour répondre à ces problématiques-là. Et surtout valoriser ces profils aussi, ça c'est très important. Généralement, la culture est reléguée à un rôle secondaire et on ne perçoit pas cet intérêt et cette importance de certains profils dans la vie d'une entreprise qui œuvre dans ces domaines. Et ça, peut-être aussi le partenariat avec le ministère, avec d'autres ministères, notamment de l'enseignement supérieur, pourrait être abordé ou faire l'objet d'un partenariat public-privé. Oui, tout à fait. Alors d'autant plus que la question des industries culturelles et créatives, c'est une question émergente. Donc nous travaillons sur des problématiques immédiates pour lesquelles nous pouvons obtenir des quick wins et aller de l'avant, mais il y a également des problématiques à moyen terme et à long terme. Ce qui est certain, c'est que le rôle du ministère de l'Éducation nationale est fondamental dans l'innovation sur ces questions-là, parce que nous le savons. Tout récemment, il y a quelques jours au Salon du Livre, a été présenté le rapport du Conseil économique et social sur la lecture au Maroc. Un rapport qui fait un constat qui est quand même très grave sur le manque de bibliothèques dans nos écoles. 63% des établissements scolaires au Maroc n'ont pas de bibliothèque. Lorsqu'on ne donne pas accès à la lecture à un jeune, comment voulez-vous qu'il s'épanouisse sur le plan intellectuel? C'est très important d'apprendre et d'initier aux jeunes l'acte de lire très jeune et d'aimer la lecture pour s'ouvrir et élargir son champ intellectuel. Donc nous devons aujourd'hui travailler avec l'ensemble de ces acteurs publics pour renforcer ces visions-là et trouver des solutions pour pouvoir anticiper sur l'avenir et le devenir des jeunes de demain. Donc il faut commencer un travail tout de suite pour que dans 20 ans, nous ne vivions pas les mêmes problèmes que nous vivons aujourd'hui. Et il y a aussi au niveau territorial beaucoup d'espaces et de lieux de création qui sont fermés. Pourquoi est-ce que nous investissons là encore sur des infrastructures, dans des murs, dans de la construction et finalement nous ne donnons pas une âme à ces lieux, nous ne donnons pas la possibilité aux jeunes d'accéder à ces lieux avec des programmes bien pensés qui vont leur permettre de se retrouver. D'abord ça va être un espace où il va y avoir une vie sociale et ensuite un espace où ils peuvent s'épanouir et qui peuvent devenir des révélateurs de talent. Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut arriver aujourd'hui à mettre en commun, ces problématiques qu'il faut arriver à discuter ensemble pour trouver des solutions communes et nous y travaillons et nous sommes même, je dirais, très positifs parce que nous sommes dans une conjoncture où l'ensemble des acteurs publics et privés sont conscients que nous devons aller vers des solutions pour notre jeunesse. Et la culture et les industries culturelles sont
un élément de la solution. Justement, quelle place peut occuper la coopération, notamment à l'international? Vous avez évoqué plusieurs expériences, notamment européennes. On sait également qu'il y a beaucoup de fonds qui s'intéressent à cette question. Quelle place de la coopération entre la fédération ou bien les différents acteurs avec des bailleurs de fonds, des agences, etc., qui œuvrent dans ce domaine? Alors, nous avons, surtout suite aux assises des industries culturelles et créatives, été contactés par beaucoup d'organisations internationales. L'Agence française de développement, l'Agence Wallonie-Bruxelles, le Bureau du Québec au Maroc, parce que ce sont des secteurs qui sont très importants dans ces pays-là et qui se félicitent de voir qu'au Maroc, on s'intéresse à ces questions-là. Et nous sommes en train de travailler sur des partenariats, sur des échanges de best practices qui sont très importants de la part aussi de pays qui ont déjà une avancée sur nous sur ces sujets-là. Donc c'est toujours très intéressant d'aller avoir un partage d'expérience avec des pays plus expérimentés. Donc je dirais que la coopération internationale est très importante, elle est fondamentale. Et puis c'est aussi la possibilité d'ouvrir des perspectives pour nos jeunes sur des programmes, sur des stages, sur tout un tas de choses, des bourses d'études qui peuvent leur permettre d'aller plus loin dans leur vocation. Alors on va prendre nos bagages et on va partir maintenant à Essaouira. Alors, pour revenir à votre festival de cœur, le festival Gnawa et musique du monde, alors on est à la 23e édition. Ça fait donc un peu plus de 2 générations que vous œuvrez à la promotion de cet art. Est-ce qu'on peut avoir un commentaire sur comment vous avez accueilli quand même l'annonce, vous y travaillez, de la reconnaissance de l'art gnawi comme capital immatériel culturel de l'humanité? Votre première impression? Alors, je vais vous faire un aveu. L'annonce a été accueillie avec énormément d'émotion, parce que c'est un rêve que nous avons nourri depuis 20 ans. Lorsque nous avons créé ce festival, rares étaient les personnes qui y ont cru. Évidemment, lorsqu'on parle de Gnawa qui était marginalisé, qui n'était pas reconnu comme des artistes, qu'on trouvait dans les rues, lorsqu'on parlait d'Essaouira, qui était une ville qui était un petit peu oubliée par l'ensemble des Marocains, c'était des idées qui paraissaient un petit peu curieuses. Mais nous étions une poignée de gens à avoir eu l'audace de donner naissance à ce projet et surtout de persévérer pour le faire pérenniser, pour l'enrichir, pour le nourrir, pour assurer la continuité et pour l'inscrire dans une vision et dans une vision cohérente. Ça n'a pas été facile. Pourquoi? Et là, vous comprendrez le sens aussi de notre engagement à travers la fédération, parce que lorsqu'on est une société privée et qu'on donne naissance à un projet qui paraît improbable au départ et qui finalement s'avère être un projet extrêmement pertinent, qui crée du rayonnement international, de l'engouement chez la jeunesse, un lien intergénérationnel, un lien interculturel, des gens qui viennent de partout dans le monde. Nous avons 35 nationalités aujourd'hui recensées qui viennent au festival Gnawa et musique du monde. Une ville qui se développe et qui par la suite engage une dynamique, un choix assumé qui est de développer Essaouira à travers la culture et qui 20 ans après en fait une démonstration fascinante. Je dirais que ce qui a été le plus difficile pour nous en tant que producteurs de ce festival Gnawa et musique du monde, c'est de faire comprendre que c'est parce que nous sommes des acteurs du privé qui avons un métier, une expertise, que nous avons pu donner à ce projet je dirais la rigueur dans le travail qu'il a nécessité et la persévérance et l'expertise que nécessite un projet comme celui-là. Parce que la culture et les industries culturelles, c'est un job, c'est un métier, ce n'est pas quelque chose de secondaire, c'est un travail. Et c'est un travail qui nécessite une chaîne d'expertise aussi importante que dans n'importe quel autre métier. Mais il fallait en faire la démonstration
et amener, que ce soit les acteurs économiques locaux, que ce soit les décideurs, que ce soit la population elle-même, il fallait l'amener à percevoir les retombées et l'impact de ce travail pour que tout le monde s'accorde à dire que oui, c'est important de faire un festival. Et surtout que suite à cela, il y a eu tout un développement, je dirais, de festivals à travers l'ensemble du pays et qui s'inscrivait dans une période avec une libération des énergies, des expressions, des points de vue, une ouverture démocratique qui a pu parfois amener des voix dissidentes qui disaient non, les festivals c'est secondaire. Non. Il fallait faire cette démonstration et faire comprendre à tout un chacun qu'une entreprise qui travaille dans ce secteur doit être traitée de la même manière que toute entreprise qui travaille dans n'importe quel secteur de l'économie. Et cela a été difficile parce qu'on a trop souvent tendance à penser au Maroc que la culture se traite dans un cadre purement associatif et subventionné. Et ça, il faut que ça change. Alors, c'est ce qui a rendu le travail très difficile, mais nous avons évidemment voulu préserver le patrimoine parce que c'est un patrimoine oral et c'est surtout un patrimoine ancestral. C'est un patrimoine qui rayonne dans toutes les villes du Maroc et nous voyons au fur et à mesure que les années passaient des grands ma'allim qui nous quittaient et qui partaient en emportant avec eux tout un pan de cette tradition orale qu'il nous fallait absolument préserver et aider le ma'allim gnawi et leurs enfants à comprendre qu'ils peuvent être fiers d'être ce qu'ils sont et d'être les détenteurs et les gardiens du temple de la Tegnaouite. Donc nous avons malheureusement mis un temps très important à pouvoir faire passer ce dossier. Il a fallu convaincre, il a fallu se battre auprès de certaines administrations pour que ce projet, ce dossier soit déposé. Ça a pris 10 ans. Et entre-temps, nous avons élaboré une anthologie pour la retranscription intégrale de tous les textes chantés et de toute la musique parce qu'il fallait absolument préserver cela de toute urgence. Donc, c'est une perception que les uns et les autres peuvent avoir différemment. Nous nous sommes battus pour cela. Certains pensaient à l'époque, lorsque nous avons déposé notre dossier, que finalement ce n'était pas très important de sauvegarder ce patrimoine parce qu'il y a un festival, mais l'opinion publique ne sait pas que ce festival ne s'est pas toujours fait dans des conditions faciles, il se fait toujours dans des conditions qui restent à consolider, mais un festival à lui seul ne peut pas préserver tout un pan d'un patrimoine culturel et notre pays sera amené aujourd'hui à prendre des engagements, à faire des actions pour que sur le long terme, cette préservation fasse l'objet d'un plan stratégique et d'actions concrètes tout au long dans les années à venir. Pour l'art gnawa et d'autres arts, bien sûr, dont regorge le Maroc. Alors, vous avez terminé l'année en beauté et la ville de Essaouira démarre l'année 2020 en beauté avec le lancement par Sa Majesté le roi Mohamed VI des travaux de la construction de la première cité des arts et de la culture, justement à Essaouira. Qu'est-ce que ça évoque chez vous de voir ce rayonnement prendre une forme beaucoup plus institutionnelle qui va dans le sens de justement la pérennisation, la transmission de savoir, la formation, la sauvegarde du patrimoine? Écoutez, la visite de Sa Majesté à Essaouira a été un moment très très important pour la ville et tous les acteurs qui travaillent pour le rayonnement de la ville d'Essaouira. C'est un honneur pour toutes les personnes, pour toute la population, on souhaitait bien sûr, et toutes les personnes qui ont cru dans le destin de cette ville. Et l'inauguration, le lancement, je ne dirais pas l'inauguration, le lancement des travaux de cette cité et la consécration de 25 années de travail de l'ensemble des acteurs qui ont œuvré dans ce sens, parce que c'est d'abord un ouvrage qui a été conçu par un des plus grands architectes du monde, l'architecte brésilien Oscar Niemeyer. Et puis, donc, ce sera évidemment un joyau pour la ville d'Essaouira. Les gens viendront du monde entier pour découvrir cette infrastructure.
Mais c'est aussi un défi, parce que lorsqu'on a un projet de cette ampleur et un projet aussi ambitieux, mais il faut le programmer, il faut le faire fonctionner, il faut l'administrer, et donc ça nécessite des ressources qualifiées. Et c'est là où on revient à notre discussion de départ, c'est quelle formation, quel contenu pour alimenter ces établissements aussi importants que seront dans 3-4 ans la Cité des Arts d'Essaouira ou le théâtre de Casablanca ou le futur théâtre de Rabat. Voilà, des projets très ambitieux qui nécessitent des programmations tout aussi ambitieuses et des personnes extrêmement qualifiées pour les administrer tout au long de l'année. C'est ce qui me pousse à vous dire plein succès pour les travaux de l'AFIC et probablement des sujets qui vont être abordés lors des prochaines assises sur les industries culturelles et créatives. Madame Neila Tazi, merci d'avoir répondu à cœur ouvert à toutes nos questions. Je vous rappelle que vous êtes fondatrice et présidente du festival Gnawa et Musique du Monde. Vous êtes également présidente fondatrice d'A3 Communication et élue présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives. Merci beaucoup à vous. Merci, Imen. Merci. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.